Donc on est prêt au décollage. On va dire qu'on a l'autorisation. Donc on va commencer par mettre 50% de la puissance. On va attendre la stabilisation des moteurs. Et puis on met les manettes sur Flex. Donc Flex SRS Nav Auto Throttle Blue. Alors j'arrive pas du tout à le tenir. Pourtant il n'y a pas beaucoup de vent. Je pense que j'aurais dû calibrer bien avant ma manette. P1. Rotation. On va essayer de prendre 15 degrés. Gear up. Donc ça, là on poursuit la montée jusqu'au virage. On va passer les 1500 pieds, donc on va réduire la poussée. Voilà, c'est annoncé. On met les leviers sur climb. On passe 2000 pieds. On maintient V2. On va entamer le virage. Donc là, virage a priori à 20 degrés. On va un petit peu descendre au niveau de l'attitude. On va essayer de prendre 10 degrés petit à petit et accélérer. Arriver au repère S, donc flap up. On va mettre le QNH sur standard. On accélère un petit peu trop, on va reprendre un peu de latitude et on engage le pilote automatique. Voilà, l'AP1 est engagé, il est annoncé sur le FMA, AP1. Pour l'instant pas beaucoup de visibilité, ça va s'arranger dans quelques instants. Donc on voit la flèche bleue sur le ND qui nous indique notre top of climb pour l'instant qui est niveau 150. On va passer 10 000 pieds. On coupe les feux d'atterrissage de la roue d'aide donnée et les feux latéraux. Là on a passé 10 000. La machine va de nouveau accélérer. On va continuer notre montée jusqu'à notre niveau de croisière qui est le 2,90 ou le 2,60, je ne me rappelle plus.
sortie des nuages. Sur la gauche, on voit la Sainte-Victoire. Donc pendant qu'on poursuit notre montée jusqu'à notre niveau de croisière, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités de l'EFB. Donc on a vu qu'il y avait effectivement au départ certaines applications. Donc MyFlight, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est ce qui vous permet d'importer votre plan de vol. La carte ne s'affiche plus. On va réessayer. Non, ça ne veut pas. Ok. Donc là, on voit la circulation de notre plan de vol. Les métards, départ, arrivée et alternate. Le centrage et la masse. Panel state, ça permet de définir des préconfigurations du panneau, des panneaux au démarrage, si on veut du cold and dark, etc. On peut accéder aussi via l'application Navigraph. Si vous avez un abonnement Navigraph, SimBrief, vous pouvez accéder à vos cartes et donc importer la route et retrouver les cartes de départ, tous les éléments de la carte de départ. Alors comme dans Navigraph, dans le logiciel Wake, votre position apparaît, puisqu'elles sont géocodées. Ce qui permet aussi de vérifier si on suit bien correctement les départs, les arrivées et les approches. Ça marche aussi, on le verra, quand on a besoin de circuler sur un aéroport, on peut afficher la carte des taxis. Ça marche pas mal. La partie arrivée et aussi l'alternate qu'on voit. Donc on poursuit notre montée au niveau de 190. On a prévu une arrivée Norca. On choisit LFKB, Arrival. On va prévoir une ILS X34. Même si on ne l'exécutera pas jusqu'au bout, on déconnectera avant le pilote automatique. Nirdo, pardon. Une Nirdo 5 novembre. Qu'on insère. On voit les différents points insérés, ainsi que le point de décélération. Très important à toujours vérifier que ce point est bien présent, sinon il faudra exécuter manuellement la mise en approche de la machine. Donc maintenant qu'on a saisi l'approche, on va copier dans notre secondary flight plan la route au cas où on ait besoin de faire des modifications à l'arrivée. On a deux versions de la même route pour l'instant. Alors en attendant la fin de la montée, je vais vous montrer un petit peu au niveau du MCDU les quelques particularités Phoenix. Au niveau config, qui n'existe pas bien sûr dans le vrai
véritable appareil, vous avez la possibilité directement, si vous ne voulez pas passer dans l'EFB, de saisir directement le fuel et la charge dans ces deux menus. Vous avez aussi la possibilité d'activer directement des pannes de manière manuelle. Donc tous les systèmes simulés dans le Phoenix sont indiqués, il y en a beaucoup, hein. Il y a plus de 200 pannes à peu près disponibles. Ou bien, si vous le souhaitez, donc vous pouvez choisir immédiat ou conditionnel. Et vous pouvez aussi faire des pannes aléatoires où on peut choisir si ce sont des pannes mineures ou toutes les pannes, et si vous avez une récurrence normale ou importante. Vous avez aussi la possibilité dans maintenance de faire réparer les différentes pannes quand vous êtes présent à poste. Vous pouvez aussi prévoir une pause automatique au top of descent. Ça, c'est toute la partie calibration de vos contrôles. Il y a des vidéos qui ont été très bien faites sur ça, donc je vais pas vous le refaire. Vous voyez que toutes les pages du MCDU sont simulées. Toutes les phases de vol, par exemple. Toute la gestion des data, positionnement avec des rives. Vous avez l'EquiTime, donc on va le voir. Dans les plans de vol, on a maintenant toute la partie vent, pardon. On a aussi la possibilité donc de faire des révisions latérales avec les hold et les offsets. La révision verticale avec la notion de RTA, donc de passage à un moment donné précis. Et bien sûr les contraintes verticales et horizontales. Dans la page radio-navigation, vous avez l'automatisation des réglages VOR 1 et VOR 2, la présélection automatique ou désélection du glide slope sur les ILS. Donc c'est très complet au niveau du MCDU. Donc là, on n'est déjà pas très loin, on est arrivé à notre altitude de croisière, on voit que l'altitude de croisière s'engage. On voit déjà qu'il y a Enter Data sur le MCDU. On voit aussi l'EquiTime, ETP. Ça veut dire que c'est le point intermédiaire où notre voyage est à mi-chemin. Et on voit la flèche blanche qui indique le début de la descente, le TOD, le Top of Descent. Alors on va demander une dernière fois sur LFKB le METAR. Et on va commencer à rentrer les données. Le QNH à 1008 et une température à 24 degrés. Donc dans notre page d'approche, c'est les deux éléments qu'il faut au minimum saisir. Le vent est arrivé directement depuis l'information, depuis la transmission automatique. Et il va falloir aussi rentrer l'élément de minima. Donc si on est une approche ILS, si on est sur une approche ILS du 4.2 ou 4.3, il faut rentrer une donnée de type radio, donc une hauteur qui est donnée entre parenthèses ici en catégorie C, qui est de 240 pieds radio. Cette donnée de 240 pieds, vous la voyez, elle apparaît sur le PFD à DH240, qui est la hauteur de décision dans notre cas. De toute façon, on fera probablement une finale à vue, donc c'est pas un gros problème. Là, on en profite pour vérifier que tout soit bien fonctionnel avant la descente. La pressurisation fonctionne bien, il est pressurisé comme il faut, on ne continue pas à monter.
il n'y a pas de souci. L'hydraulique, alors on voit que le circuit vert il manque un peu de... Par rapport aux deux autres circuits, ça manque un peu de quantité de fluide, mais a priori c'est assez normal. Le carburant, le totalisé et le consommé ont l'air d'être corrects, donc on n'a pas de fuite. La PU est à l'arrêt. La climatisation, malgré la température a priori extérieure, tout va bien. Les portes sont fermées et armées. Le train, pas de problème de pression, pas de problème de température du freinage. Et les contrôles de vol, tout va bien. Tous les ordinateurs sont en fonction. Le trim est correctement placé, tout va bien. Et le statut, la page statut est vierge, tout va bien aussi. Alors pour tous ceux qui sont fans de simulation de cet appareil dont je fais partie, il faut savoir que à peu près tout fonctionne sur cette machine. Donc là on voit les sélecteurs bien sûr, ça il fonctionne. Vous avez à part le radar météo qui pour l'instant n'est pas fonctionnel et comme je l'ai dit, ça viendra dans une prochaine version. Tout est à peu près fonctionnel. Donc là je prépare la descente. J'affiche 2000 pieds. On voit que FL20 est apparu sur le PFD en dessous, en bleu. Et on descendra dans un petit moment encore. Voilà, on arrive au top of descent. On va voir apparaître sur le PFD Decelerate qui va aussi apparaître sur le MCDU. Voilà. Decelerate, c'est l'indication que l'Airbus est prêt à entamer sa descente et on va appuyer sur le sélecteur d'altitude et la machine se met à descendre. D'abord elle met les moteurs à idle, on voit idle clignoter sur la gestion des moteurs. On voit que sur le MCDU il y a eu écrit Decelerate et sur le PFD pareil, maintenant il est en throttle idle. Et on voit la descente qui a commencé. On voit sur le côté gauche de l'indicateur d'altitude ce point vert qu'on appelle le yo-yo. Parce qu'il va au départ monter et descendre jusqu'à ce que la machine arrive à caler la vitesse de descente pour la faire coïncider avec le cheminement prévu.
Ça y est, c'est le cas, alors c'est assez rapide. Donc là on est sur une descente managée. On voit descente S qui apparaît. Alors là il y a des points de contrainte sur notre approche. On voit qu'il y a une contrainte au niveau 50. Alors qu'il y a une contrainte a priori c'est au-dessus du niveau 50, sinon effectivement on serait battu là. Et on voit notre appareil qui apparaît sur notre approche sur l'USB. On voit que l'élévation, le landing elevation est en auto et a mis 0 parce que Bastia effectivement est très très bas. Il a automatiquement sélectionné 0 d'altitude pour la fin de la pressurisation. Donc là on va laisser tranquillement la machine descendre jusqu'au niveau 100 à cette vitesse, puis après au niveau 100 elle va réduire à 250 nœuds, sauf si je crois que sur l'approche il y a peut-être une contrainte à 220 nœuds. Ah bon. Alors dans les réglages on va vérifier, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. Là vous voyez qu'il y a par exemple le stand-by instrument. On peut choisir si on veut un analogique, si on veut un altimètre métrique, ça c'est pour les pays de l'Est, ou si on veut une version numérique. La première option c'est le FLS, c'est ce qui permet de simuler une approche ILS quand on n'a pas d'équipement ILS. C'est le GPS qui va faire le boulot, c'est quand même une approche de non-précision. Là vous voyez la cabine qui est très sympa, fait beaucoup moins de bruit. Vous voyez d'ailleurs les voyants aussi, attachez votre ceinture et ne pas fumer. Il y a différentes options que l'on peut sélectionner si on est en position de captain ou copilote. Les annonces, les unités. L'éclairage est très très bien fait aussi. Alors on poursuit notre descente. À voir le Cap Corse au loin. Le temps a l'air changeant, on va quand même vérifier une dernière fois les données météo. Bon, QNH est toujours à 1008 et la température à 24. Déjà réglé l'ISIS à 1008.
descendre la descente, je vais vous montrer quelques petits détails. Alors on peut voir sur le côté pilote les masques à oxygène qui sont fonctionnels. On peut cacher les EFB de chaque côté en cliquant sur les micros. Soulever les accoudoirs. On peut voir aussi le jump seat qui se déplace, sur lequel on peut aussi réduire le dossier pour voir derrière les différents circuits. Là aussi toute la partie circuit. Alors la plupart sont fonctionnels. Il faut savoir que dans la philosophie Airbus, tous les coupe-circuits verts sont supervisés par les caps. Donc si je crois que c'est plus de 5 secondes off, vous allez avoir un message qui va apparaître et qui sont fonctionnels et qui correspondent à chacun des circuits réels de l'avion. Là, je vais remettre un petit coup de radar terrain. Pour l'instant, on voit du bleu, mais on voit la Corse qui se découpe pour l'instant qui est en noir. Cap Corse, la partie noire à gauche. Des 10 000 pieds, on va remettre en marche l'hélico d'atterrissage. Le feu de la roulette, le phare de la roulette et les phares latéraux. Déjà la piste, on va la survoler, aller faire un petit tour au large et revenir atterrir en 34. Quand on arrive petit à petit à 10 000 pieds, la machine va se mettre à freiner, on va passer en dessous des 250 nœuds. Alors c'est très bien fait, vous allez voir, conformément, elle n'attend pas d'être à 10 000 pieds pour passer à 250 nœuds. Qu'elle réduit progressivement à 259 pour être bien en dessous ou au moins à 252 ou plus à 252 à 10 000 pieds.
voit sur le ND une flèche, une espèce d'éclair bleu qui se balade, tout simplement parce que à ce moment-là, on voit que le yo-yo à gauche, le point vert, n'est plus exactement du fait de la réduction de vitesse. On est un petit peu au-dessous de la pente idéale, de la pente prévue par la machine. Donc le temps qu'elle rejoigne la pente, on a cette éclair bleu qui indique l'endroit où on va rejoindre la pente. Ça y est, on est revenu dessus. Et on va poursuivre la descente. On va voir la dernière application importante de l'EFB qui va nous permettre de préparer et de valider notre atterrissage. C'est l'Arrival Performance. Alors on va lui dire, on va vérifier, on arrive bien sur LFKB, sur le 34, la condition est sèche. On va avoir un poids, alors là on va le calculer vite fait, puisque la machine donne la prédiction de fuel, voilà. LFKB estimation fuel on board 3.6 plus notre 0 fuel weight 59.1, on fait vite, une petite addition, ça fait 62.7. On va laisser 62.8 si on veut, on n'est pas très loin, on va pas consommer des tonnes. 62.8 et il nous calcule immédiatement notre freinage avec les conditions. Alors nous on va choisir de mettre les reverses pour faire gagner quelques mètres, quelques dizaines de mètres. On peut aussi choisir, si on travaille de manière manuelle, la poule, si on a l'auto-throttle, et s'il y a eu des pannes, on peut aussi indiquer le type de panne, ce qui va allonger probablement dans la plupart des cas l'atterrissage. Donc là on rebascule sur QNH à 1008 et on continue à poursuivre la descente. Alors on est passé au-dessus d'un point, ça c'était important parce que notre simulateur ne fonctionne pas comme ça. Volontairement j'ai choisi cette approche parce qu'on voit que le point de décélération, on est passé au-dessus et pourtant l'avion n'a pas décéléré, ce qui est normal puisque le point de décélération est valide dans l'autre sens. On va repasser exactement sur le même passage, sur les mêmes points de passage, une fois qu'on aura fait notre boucle. Et c'est à ce moment-là que la décélération doit se faire. Si vous avez déjà expérimenté le FBW, vous savez que des fois, ce genre de problème qui se produit, il peut se mettre à décélérer sur ce type d'approche parce que le point de D
est passé, même s'il n'est pas passé dans le bon cap. Donc là on voit une contrainte, la contrainte des 5000 pieds qui apparaît. Et là aussi l'avion suit parfaitement la contrainte. Il va faire sa pause à 5000 pieds pendant toute la rotation. Là je remets une dernière fois le radar comme ça, le radar terrain, lors de la fin du virage, on verra les sommets corses qui devraient retourner quelques échos. Approche en ILS X sur la 34, on va voir apparaître à un moment donné notre avion, voilà, qui va pas tarder à rejoindre l'axe de la piste. Là j'active le mode LS donc pour voir le log pour l'instant et le glide après. Comme si je faisais un atterrissage aux instruments ILS. C'est ce mode là aussi qu'il faut utiliser quand vous utilisez le mode FLS, donc le mode pseudo ILS généré par votre GPS. Je dirais qu'en bas à gauche il apparaît FLS pour vous indiquer que c'est une approche de non-précision. C'est pas le cas ici. Bien une vraie approche ILS depuis le sol. Donc là on commence à avoir quelques échos sur le radar terrain. En haut en vert, quelques points jaunes. Je vais l'arrêter parce que le bleu a tendance à empêcher une vision correcte. Retour des vagues. On les voit bien. On voit bien le cher montagne corse. Donc là on est sur la finale de le radar. Voilà, on voit le point D en magenta qui est le point où la décélération va s'activer. Sur le MCDU de droite j'ai mis les modes, ce qui va vous permettre de voir la commutation automatique en mode approche dès qu'on va passer le D. Là la descente a repris, on a passé la limite des 5000 pieds. On voit que malgré que pour l'instant la machine suive son axe de descente, il est assez proche, voire quasiment identique à l'approche ILS, ce qui est plutôt bon signe.
on va passer le point de décélération et la machine va basculer. Voilà, c'est fait en mode approche. Donc là, ça veut dire que les moteurs vont être réduits pour aller se positionner à Green Dot. Je sors un point de flap. Donc là, les slats sont sortis. Sur ton idle. Alors on a déjà armé l'auto-brake low. J'avais armé les spoilers, mais je pense que je vais devoir les sortir parce que je vois que l'appareil ne ralentit pas suffisamment. On devrait être à S. Et la pente étant assez importante, on va sortir les speed brake. Indicateur passe à speed brake. On va ralentir. Donc la marge, on est toujours sur l'axe, donc tout va bien. Alors on va sortir un deuxième grand de flap, flaps 2. Tendance un peu inabattée, on va mettre 1000 pieds, on va éclairer jusqu'à 1000 pieds la descente automatique. Là j'ai rentré les speed brake, on sort de le train. Là, on a immédiatement alors sur auto, j'ai vu que le sign n'apparaît pas on, donc il faut le mettre sur on forcé, sinon les signs ne sont pas on. La cabine est ready, les spoilers sont armés et on attend. On va mettre flaps 3 là et pratiquement dessus d'après flap full. Voilà, on est en configuration d'atterrissage AVAP, vitesse d'approche, et à mi-pied je vais couper le pilote automatique, garder l'auto-throttle et finir tranquillement dans l'atterrissage. Ceux qui ont le stick Airbus, il faut paramétrer le raccourci pour désactiver le pilote automatique. Il faut faire il faut appuyer 2 fois. La première fois désactive, la deuxième coupe l'alarme. Donc là on a au loin le papy qui est visible. On est encore très au-dessus de la DH, donc il n'y a pas de souci. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire une remise de gaz. Là je suis un peu au-dessus, donc le diamant dit de descendre un peu. Alors les glides sur tous les aéroports ne sont pas parfaits au Flight Simulator, hein. Je pense qu'il y a encore des ajustements à faire sur certains cas. Là, je suis peut-être effectivement un peu au-dessus. Je vais aller à peu près juste. 100 above. Minimum. Donc minimum, on poursuit. 100. 50, 40, 30, 20, retard. Ah, il fait beaucoup moins de bruit à l'atterrissage que le FPW au début. Des fois on n'est même pas sûr qu'on ait touché, là ça va, ça sent très bien. Donc full reverse. Entre temps j'ai pu régler un peu pendant le vol j'ai pu régler mes palonniers, ce qui est quand même mieux. Voilà, 60 knots, idle.
phénomène il a tendance à beaucoup moins avoir d'inertie que le FBW. Il faut aussi le prendre en main au niveau de la rotation et de la, vous avez vu tout à l'heure au décollage. Si vous verrez au niveau de l'atterrissage, il y a quand même une différence. Quand on fait des atterrissages manuels, on sent bien que c'est pas la même chose. Le FBW est beaucoup plus docile et c'est beaucoup plus un rail. Voilà, on coupe le Flight Director, la LS. On va démarrer la PU aussi. On va couper les feux. Voilà, en résumé, si vous posez encore des questions sur est-ce qu'il est beaucoup mieux que le FBW, le Phoenix A320, oui, il est beaucoup mieux puisque c'est normal, il est payant. Donc il n'y a pas à se le comparer, hein, puisque un produit gratuit et un produit payant, vous ne les comparez pas. Voilà, pour moi, effectivement, le FBW, avant que j'ai acheté le Phoenix, n'a plus de raison d'être, surtout que je pense que le Phoenix va avoir une version avec les moteurs IAE assez rapidement, et je pense que si c'est pas eux, mais il y aura une version là aussi Neo qui sera faite là aussi, je pense, assez rapidement, et je me languis surtout le radar météo, et comme sur tous les autres appareils comme le 737. Alors bien sûr à travers l'EFB aussi, enfin je dis bien sûr mais c'est pas bien sûr, c'est puisqu'on a fait l'embarquement, aussi gérer le débarquement des passagers et du fret via la tablette EFB dès qu'on sera arrivé à poste et qu'on aura mis les cales. Allez, on serre le front park. On coupe tous les feux. Donc on marche. Et on arrête les deux moteurs. On va passer sur la PU. Donc
MCD2, MCD1 se sont resetés sur la partie vol. Et on va recevoir aussi un message d'arrivée. En vérité, c'est un message automatique qui est généré pour nous indiquer notre heure d'arrivée. On voit aussi que la tablette nous propose le débarquement. Ici, les cônes ont été placés, le groupe de parc est activé. On demande les escaliers à l'avant et c'est parti, le débarquement va commencer dans quelques instants. On va ouvrir les portes, on va basculer sur le groupe de parc et arrêter la PU et libérer les passagers. Une fois qu'ils sont libérés, ils vont pouvoir débarquer. Allez, c'est parti. Si vous libérez tout le monde, ne met pas la ceinture, bien évidemment, ils ne pourront pas descendre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à bientôt peut-être pour un nouveau vol.